Bonjour, je suis Yves de Diffray et vous écoutez Mentor Stratégie, le podcast des entrepreneurs qui veulent apprendre et éviter des erreurs. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis avec Thomas Dansbourg. Bonjour Thomas. Bonjour Yves. Alors Thomas, je te présente rapidement, tu me reprendras si je me suis trompé, tu complètes, voilà, n'hésite pas. Tu as commencé ta carrière en étant avocat, puis juriste pendant environ une quinzaine d'années, tout en étant bénévole dans une association d'aide aux jeunes vivant des situations compliquées, victimes de violences, accros à la drogue ou autres. Et petit à petit, ça t'a fait réaliser que la violence et les conflits sont souvent liés à un manque de compréhension de soi et de moyens d'expression. C'est mon interprétation. Et alors, du coup, il y a une bascule au milieu des années 90 ou 90, il y a des Français qui nous écoutent, car tu fais un travail sur toi et tu te formes et deviens même formateur ensuite sur les méthodes, par exemple, de communication non violente. Et rapidement, mais ça, je serais content d'apprendre comment tout ça s'est mieux passé. Tu deviens un conférencier, en fait, parcourant le monde ou en tout cas l'Europe, et auteur à succès, on peut le dire, parce que, notamment avec le livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai », je dis pas le sous-titre, je m'en souviens plus, qui est paru il y a 20 ans, réédité, je pense, plusieurs fois parce qu'il a été vendu à plus d'1 million d'exemplaires, et c'est un livre que tu as même adapté, je crois, en documentaire récemment. Il y a eu de nombreuses autres publications, voilà. Mais donc, maintenant, ton travail, c'est d'être conférencier, auteur, quelqu'un d'aspirant, enfin voilà, plusieurs facettes. C'est probablement une trop brève présentation pour exposer de façon exhaustive ton parcours. Peut-être que pour commencer, on pourrait commencer par les fondamentaux et en fait, il y a quelque chose qui me travaille. Je me demande si, quand tu étais jeune, en fait, c'était déjà les sujets que tu traites maintenant, c'était déjà des sujets qui t'interpellaient tout petit ou voilà, ou alors que c'est simplement dans ton parcours, il y a eu des éléments déclencheurs spécifiques, mais parce que je remarque souvent que quand on commence, en fait, il y a quelque chose qui nous inspire, ou quelqu'un dans notre parcours où on s'est dit, mais tiens, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Ou comment est-ce que t'as fini par arriver là? Il y a beaucoup de déclics qui m'ont amené là, mais pour reprendre une image, puisque tu m'y invites, j'avais été touché par un film, je crois que c'était un feuilleton à l'époque à la télévision sur Tom Sawyer. Et dans ce film, il y avait un avocat qui convainquait un tribunal par ses mots, par sa prestance, par la justesse de son propos. Et j'ai été très marqué par ça, de me dire, la parole peut libérer. La parole peut convaincre, la parole peut emporter une adhésion. C'est vraiment magnifique. Puis quelques années plus tard, c'est dans un tout autre domaine. Je pense que c'était un poète comme ça devait être Lord Byron ou quelque chose comme ça. Également dans un film, sa présence, sa prestance, la finesse de ses mots, la beauté des images séduisait l'assemblée et on sentait que le propos était aussi très mobilisant pour rassembler. Et donc, j'ai perçu que nous avons la capacité de créer des climats qui rassemblent, qui fédèrent, qui réunissent, mais nous avons aussi la capacité de créer des climats qui divisent et qui éparpille et qui rejette. Ça dépend de notre conscience et de ce que nous cherchons à vivre. Et bon, la vie a fait que j'ai eu la chance de grandir dans une famille aimante, entourée de beaucoup d'amour. On habitait une grande maison que j'ai gardée d'ailleurs en Ardennes belge, au milieu de la forêt, avec les grands-parents qui vivaient avec nous dans une très grande maison. C'était plein d'amour, mais il y avait quand même des tensions parfois. La porte claque, la bouterie s'installe 2 heures, 2 jours, 2 mois. J'étais sensible à ces climats et peut-être dirait-on aujourd'hui hypersensible, mais je me demandais qu'est-ce qui fait que les gens sont capables de tant d'amour et de prévenance la plupart du temps, mais aussi incapables d'éviter le jugement qui tranche, la croyance qui bétonne, t'es comme ça, tu changeras pas, eux ils sont comme ça, ils changeront pas non plus d'ailleurs, la pensée binaire qui divise et qui déchire, soit de ceci, soit de cela, ça crée une tension. Et puis là-dessus, les il faut, je dois, tu dois, c'est comme ça, c'est mon rôle, c'est ton rôle, on se doit de, qui plombent. À l'époque,
Je n'avais aucune idée de ces 4 mécanismes piégeants. Je les découvrirai plus tard par la pratique de la communication non violente, parce que ces mécanismes-là, les jugements, les croyances, la pensée binaire et les il faut, je dois, amènent beaucoup de violence subtile, de la violence en col blanc. On n'est pas dans les gifles ni dans les coups et blessures. On est dans de la pression psychologique sur soi et sur les autres. Je découvrirai ces mécanismes beaucoup plus tard. Mais donc, à l'époque, je me dis, j'ai envie d'aider les gens à traverser les conflits et à trouver cette unité que j'avais appréciée dans ces émissions, dans ces films. Et le seul métier qui s'ouvre à moi à l'époque, c'est d'être avocat. J'avais aucune idée de la psychothérapie. Pour moi, c'était un truc, là, de psychothérapie qui ne regardait que les gens qui avaient de gros problèmes mentaux. Je n'imaginais même pas que c'était une voie de connaissance de soi permettant d'apprendre à mettre petit à petit le meilleur de soi au service des autres. Ça, je le découvrirai des années plus tard en devenant moi-même psychothérapeute. Mais à l'époque, le seul métier qui s'ouvre à moi pour participer à la gestion des conflits, c'est d'être avocat. Donc, je fais mes études de droit à Namur puis à Louvain et je deviens avocat au barreau de Bruxelles. Et très vite, dans ce métier d'avocat, j'ai collaborer, participer à la gestion de toutes sortes de conflits. Et j'observe que les conflits ont souvent trait à des malentendus. Et en observant le malentendu un peu plus finement, je me rends compte que c'est souvent une combinaison de mal exprimé face à un mal écouté. Quelqu'un n'a pas exprimé clairement ce qu'il aimerait, ce qu'il souhaiterait, ce qui, à ses yeux, rendrait la vie plus agréable. Ce quelqu'un a malheureusement exprimé des jugements, des critiques, des reproches, des insultes ou des injures, selon le milieu où on est. Et je te coupe un tout petit peu. Du coup, tu étais avocat, mais dans quel domaine ? Dans le domaine commercial. Commercial. Droit des affaires. Oui, donc c'est mauvaise rédaction du contrat, mais surtout compréhension de ce que l'autre voulait, attendait. De ce qu'on veut de part et d'autre. Et puis on a rédigé quelque chose, mais en fait, c'était pas ce qu'on avait compris. Et... Oui, ou des enjeux de concurrence, des enjeux de marque, de fabrique, des enjeux de copropriété également, enfin de toutes sortes d'enjeux où souvent on est parti en guerre avant même de s'être assis pour essayer de se comprendre. Et donc je réalisais que les enjeux étaient ma combinaison de mal exprimé, mal écouté. La personne qui a entendu des jugements, des critiques et des reproches, soit elle s'est enfuie, soit elle a répondu sur le même ton, aussi dans le jugement et la critique. Et donc, je me suis rendu compte que je mettais beaucoup d'énergie comme avocat à tenter de trouver des solutions juridiques pour des enjeux qui étaient largement, pas uniquement, des enjeux de connaissance de soi, de médiation en fait. De médiation, des enjeux d'intelligence émotionnelle, des enjeux d'écoute de l'autre, d'écoute attentive, et des enjeux de compréhension des systèmes relationnels, ce qu'on appelle aujourd'hui l'analyse systémique. Et rien dans ma formation d'avocat ne m'avait formé à la connaissance de soi. Qu'est-ce qu'un être humain cherche à vivre ? Quels sont ses plans ? Quels sont ses projets ? Qu'est-ce qu'il met en place pour ça ? Rien ne m'a formé à l'écoute. Je n'ai pas reçu un cours d'écoute. C'est quand même hallucinant. Dieu sait si le métier d'avocat est censé être un métier d'écoute dans une grande partie, pas uniquement. Pas un cours d'intelligence émotionnelle. Vos émotions, on s'en fout, on va vous trouver une bonne solution juridique et puis tout ira bien. Mais c'est pas comme ça qu'on traite une succession, ça empire un problème. Un partage entre héritiers, et a fortiori un divorce ou des enjeux entre associés dans un projet. Une séparation d'associés. Voilà, c'est ça, une liquidation d'entreprise. Et puis enfin, pas un cours d'analyse des systèmes relationnels. Qu'est-ce qui prévaut dans un couple, dans une famille, dans un groupement d'affaires, dans des associés. Et j'ai mesuré la misère de ma formation. Au fond, je n'étais pas formé pour ce que j'avais à cœur, qui était de rassembler les personnes, de leur permettre de se retrouver, de trouver une unité. J'étais plutôt dans un cabinet où on aimait bien essayer de gagner l'affaire, même si de temps en temps il y avait un petit peu de tentatives de médiation. C'était quand même pas le cœur de business. Souvent c'était plutôt un peu de fanfaronnade. On est les meilleurs, on a les gros arguments et on y va à l'artillerie. Ça m'a fait souffrir. Je n'ai pas aimé ça. Je suis sûr, profondément convaincu aujourd'hui que ça fait 25 ans que j'enseigne la non-violence, qu'il y a bien plus de puissance à enseigner cette écoute mutuelle pour trouver des solutions qui intéressent tout le monde, qui sont gagnant-gagnant, win-win. Et donc, tu es avocat, et ce que tu fais, entre guillemets, ne te convient pas, ou alors tu te dis, mais il doit y avoir quelque chose d'autre. Mais comment est-ce que tu fais pour sortir de cette... Enfin, c'est un peu une impasse, on va dire, parce que ça fait des années que tu fais ce métier, tu t'es formé pour, ta carrière est un peu lancée, c'est une période charnière, tu devais avoir 35... Non, c'était plutôt... Donc, j'ai commencé ma carrière je suis entré au barreau vers 26 ans, après mon service militaire. C'est vers 32-33 ans que je me suis rendu compte que j'étais pas très heureux dans ce métier, que je voulais faire autre chose. Et la vie qui nous amène des signes bizarres, parfois inattendus, difficiles à déchiffrer, m'a un jour envoyé un chasseur de tête qui m'a dit « On cherche un juriste pour une entreprise. »
Je n'ai jamais compris comment, moi qui n'étais pas un avocat qui était sorti de la masse, j'avais pas écrit, j'avais pas fait des grands procès, mais bon, je cherchais sans doute un avocat moyen. Par ce chasseur de tête, j'ai pu devenir juriste pour le groupe Citibank, et ça ne me tentait pas du tout d'entrer dans une banque, c'était pas du tout mon objectif, mais le fait d'entrer dans une structure un peu plus stable qu'un cabinet d'avocats qui est souvent pris dans le stress, dans les urgences, dans les échéances à tenir, etc. Tout d'un coup, je me suis dit, je vais avoir une vie sans doute plus paisible, avec des horaires plus stables, la possibilité de bloquer mes temps de vacances sans qu'ils soient bousculés par des affaires qui arrivent. Et je vais donc pouvoir me former à ce que je souhaite. Et donc organiser du temps plus doux, plus paisible. Et je suis resté indépendant. Je travaillais comme consultant, comme une sorte d'avocat interne pour eux. Et effectivement, ça m'a permis de me former à beaucoup de choses que j'aurais pas eu l'occasion de faire avec la disponibilité d'esprit si j'étais resté avocat. Oui, donc il y a eu cette opportunité que tu t'es dit, mais en fait, je vais la saisir parce que du coup, je vais pouvoir faire ça. Ah, c'est ça m'assurait une sécurité matérielle, une stabilité dans un domaine que je connaissais quand même. Et ça ne m'apportait pas beaucoup de joie, ni de créativité, certainement pas. Mais je sentais justement l'appel d'une autre partie de mon être à faire des choses plus créatives et surtout des choses plus sensées, des choses qui servent la société, qui servent les humains profondément et pas juste ajouter un petit coefficient dans un contrat pour qu'une des deux parties gagne un peu plus. Ça m'épuisait, ça manquait de sens, ça manquait de profondeur. On ne va pas aider le monde comme ça. Et tu t'es formé à quoi, du coup ? Alors, la première chose Alors, cette transition-là vers un nouveau... un métier équivalent, mais dans un autre cadre, plus stable, s'est faite avec le fait que je me suis... investi dans une association pour les jeunes dits de la rue, les jeunes pris dans la délinquance, dans la violence, dans les addictions, dans le deal de drogue, dans la prostitution. Et c'était du bénévolat, mais j'ai fait ça pendant 10 ans. C'était une expérience pivot pour moi, pour me rendre compte, non seulement que j'aimais m'occuper des humains, j'aimais aider les humains à trouver du sens à leur vie, et j'aimais m'impliquer, je dirais presque physiquement. On a organisé des voyages, des randonnées, on a fait des marches dans le désert, on les a emmenés sauter en parachute. J'ai adoré cette implication physique dans l'accompagnement des personnes, ce qui me manquait beaucoup dans le métier d'avocat, où on resterait dans sa tête très intellectuelle, assis derrière son bureau. Cet aspect m'ennuyait. Et très vite, cette activité avec les jeunes m'a permis de comprendre, parce que je l'observais de près et qu'il y avait un véritable effet miroir, la mécanique de la violence. Les jeunes sont violents parce qu'ils ont la difficulté à identifier et à exprimer ce qui se passe en eux. Quand j'ai pas la capacité d'identifier ni de formuler que je me sens triste, déçu, découragé, en colère, que j'ai peur, que je suis défait, à bout, quand j'ai pas le discernement ni la capacité, le vocabulaire à nommer que ces sentiments, ça renseigne mon besoin d'appartenance, mon besoin de trouver ma place, mon besoin d'être reconnu, mon besoin de comprendre ce qui se passe, mon besoin d'être compris, mon besoin d'amour, évidemment, mon besoin de sens. Quand je n'ai pas le discernement ni la capacité à nommer ce qui se passe à l'intérieur, les frustrations s'accumulent comme dans une cocotte minute, ça bouillonne, et puis ça pète. C'est aussi simple que ça. C'est une vraie mécanique. Et je me suis rendu compte que moi, fils de famille bourgeoise, avec ce qu'on appelle une bonne éducation, chanceux sûrement, et mon beau diplôme de droit en main, je ne savais pas plus que nommer ce qui se passe en moi. Je savais balancer les 4 vérités de l'autre, et je m'en privais pas, mais j'avais du mal à nommer mon ressenti, mes besoins, et faire des propositions négociables à l'autre. Et donc, j'ai mesuré que j'avais, tout comme eux, besoin d'apprendre à me connaître. Ça m'a amené en thérapie. Oui, c'est ça, c'est une thérapie, parce que j'allais demander comment est-ce qu'on fait pour enlever ouvrir la soupape de la cocotte minute qui monte. On entre dans la cocotte c'est ça. pour aller voir comment elle est fabriquée. Comment elle est fabriquée, qu'est-ce qui fait que je retiens, qu'est-ce qui fait que j'ai pas appris à nommer, qu'est-ce qui fait que je sais pas identifier mes ressentis et identifier ce qu'ils disent de moi. Les ressentis sont des clignotants sur un tableau de bord. Ils indiquent que des fonctions sont ou ne sont pas remplies dans notre mécanique intérieure avec la même pertinence qu'un signal sur un tableau de bord n'est ni positif ni négatif. Il indique qu'une fonction fonctionne ou qu'une fonction est en manque. Et personne ne critiquera le moment où dans sa jauge à essence, un clignotant indique attention, tu as besoin d'essence, sinon tu tombes en panne. Et donc, nos sentiments désagréables sont du même ordre. Quand je suis en colère, quand je suis déçu, quand je suis triste, quand j'ai peur, c'est un clignotant qui m'indique que des fonctions ne sont pas remplies et ont besoin d'être prises en compte. Et donc, c'est très pertinent que d'apprendre à écouter ça. Ça, je l'ai découvert par la pratique de la communication non violente, qui est d'abord et surtout un outil de connaissance de soi. Ok. Donc, en te formant à ça, tu as pu commencer à acquérir ça. Est-ce qu'il y a je sais pas comment dire, quelques principes clés que tu peux partager ici de communication non violente ou qui aident justement à comprendre ça,
à faire au moins le premier plongeon et puis ensuite se dire bon bah voilà, je vais peut-être aller plus loin, je vais me former, je vais faire autre chose, mais oui. Peut-être juste cette précision d'abord, quand le tout petit cours de psychologie que j'ai reçu en candidature en droit était tourné autour du fait que l'homme est un loup pour l'homme, que l'agressivité c'est l'expression de la nature humaine et que c'est comme ça. Et j'ai passé le restant de ma vie depuis ce moment-là à vérifier le contraire. L'homme n'est pas violent par nature. La violence n'est pas l'expression de notre nature. La violence est l'expression de la frustration de notre nature. C'est quand notre nature est frustrée que nous pouvons être violents. Quand nous n'avons pas l'espace pour ouvrir, la nourriture pour manger, le toit pour nous abriter, l'affection pour nous soutenir, la compréhension pour nous sentir bien, que nous pourrions être violents. D'où l'importance d'apprendre à bien connaître notre nature pour la respecter, la faire respecter, faire des demandes claires et négocier les besoins dont nous avons besoin pour vivre. Et donc, je réalise que ces enjeux-là, je vais un peu au-delà de ta question, sont des enjeux de santé publique, au fond. Nous sommes vraiment dans un enjeu, ce que j'appelle dans mon travail, de l'intériorité citoyenne, capacité à développer une vie intérieure qui nous permet d'être un citoyen qui se déploie joyeusement au service de la vie commune. Ça s'apprend, ça. Mais là-dessus, j'ai oublié ta question. Ouais, ma question, c'était quels sont les quelques éléments qui peuvent aider à rentrer dans la marmite, juste découvrir. L'écoute de soi, le fait de s'asseoir avec soi pour se comprendre. Ce qui est important, c'est d'apprendre à s'écouter, de savoir s'asseoir avec soi pour discerner ce qui se passe en soi. Prendre du temps pour être avec soi. Un des pièges de nos éducations, c'est que nous sommes emportés comme un hamster dans sa roue, dans la course à tout bien faire. Nous passons de choses à faire en choses à faire à toute vitesse et nous oublions d'être, et d'être souvent avec la première personne dont nous avons la charge, qui est nous-mêmes. Et donc, une des clés, c'est de prendre du temps pour être avec soi. Exactement comme on se prend sa douche, par respect de soi, mais aussi respect de l'autre. On se brosse les dents par respect de soi, mais par respect des gens qu'on rencontre également. Eh bien, cette hygiène physique, nous avons besoin de la transposer sur le plan de l'hygiène de conscience, une hygiène psychique, et je dirais même psycho-spirituelle, une douche psychique pour être un citoyen qui est agréable à côtoyer. Et donc, c'est l'occasion de nettoyer nos colères et nos tristesses et d'aller voir qu'est-ce que j'en fais de façon utile et constructive. Et donc, s'asseoir avec soi, ça permet de voir qu'est-ce qui me réjouit, qu'est-ce qui m'enchante, qu'est-ce qui fait sens pour moi, qu'est-ce qui aimante ma boussole et me donne donc un cap assez clair, un fil rouge vers quoi j'ai envie d'aller. Mais également, j'écoute la partie de moi qui est triste, déçue, découragée. Qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce qui est en manque en moi? Qu'est-ce qui est en creux? Et comment puis-je prendre soin de ces parties de moi avant que gougoute après gougoute, j'indique à quelqu'un, toi ou ça, c'est la goutte qui fait déborder mon vase. Ce qui est quand même un admirable déni de responsabilité. Qui est responsable de mon vase si ce n'est moi? Mais je dois pouvoir l'observer. Oui, savoir qu'il est presque plein ou le vider avant. C'est ça. Et ça passe par quoi? Ça passe par une routine de méditation, de prière, de lecture, qu'est-ce qu'on peut mettre en place quand on n'y connaît rien? Tout ça peut bien sûr se combiner selon la voie de chacun. Ce qui me paraît précieux, c'est de prendre du temps d'identification, de discernement précis de ce que nous vivons. Apprendre à nommer nos ressentis. Lorsque je démarre un stage de formation à la connaissance de soi par l'outil de la communication non violente, je propose aux gens de se poser une petite question toute simple que l'on pose des dizaines de fois par jour à d'autres personnes que nous. Comment ça va? Posez-vous ça à vous-même et écoutez la réponse. Et la réponse, la plupart du temps, ça va bien, ou ça va pas du tout. C'est extrêmement basique. Pas beaucoup de discernement. Pas beaucoup de compréhension des signaux sur le tableau de bord. Le tableau de bord est résumé à 2 clignotants. Ça va ou ça va pas. Avec ça, on n'a pas beaucoup de chance d'aller vers ce qu'on aime et d'aller de plus en plus vers ce qu'on aime et de quitter ce qu'on n'aime pas et de s'arranger pour ne plus retomber dans des circonstances qu'on n'aime pas. Et donc, nous avons besoin de développer plus de discernement. Dans les jours qui suivent, je donne des sessions de 5 jours. Après 2 jours où j'ai laissé un peu les gens mijoter avec les outils qu'ils ont, c'est-à-dire souvent très peu de vocabulaire pour nommer ce qui se passe en eux, je leur donne une petite liste qui est traditionnelle dans les formations dans lesquelles il y a plus de 150 sentiments agréables à vivre, qui renseignent donc des besoins qui sont nourris. Et il y a une liste à peu près équivalente de sentiments désagréables à vivre et qui renseignent que ces mêmes besoins ne sont pas nourris. Là, nous commençons à avoir un bon tableau de pilotage pour notre navigation dans la vie. Et c'est ça que nous
pouvons apprendre assez simplement avec nous-mêmes, même peut-être sans aller faire des formations, bien que le fait d'être en groupe est évidemment un accélérateur de prise de conscience. Ça, c'est clair. Être dans un groupe qui travaille 2 ou 3 jours, je vois des gens qui font des bonds en conscience et en responsabilisation et en réalignement, simplement parce qu'ils sont soutenus. Eh bien, quand même, nous pouvons peut-être le faire seuls et apprendre à élargir la compréhension de soi. Et dans cet exercice du comment ça va, je recommande chaleureusement de commencer par tout ce qui va bien. Je vous donne un petit exemple. Qui, parmi les auditeurs, ce matin, en se réveillant, s'est dit « Tiens, je me réveille. Je suis vivant, vivante. » C'est incroyable quand même, c'est pas le cas pour tout le monde. Hein. Sur la planète, il y a des gens qui, ce matin même, ne se sont pas réveillés et sont restés dans leur lit. Ensuite, tiens, la plupart d'entre nous avons cette chance de pouvoir nous lever tout seul, sans aide. Je peux sortir de mon lit, m'habiller, prendre ma douche, descendre l'escalier. C'est incroyable, c'est pas le cas pour tout le monde. Beaucoup de gens ont perdu ou n'ont peut-être jamais eu la santé, la mobilité leur permettant de faire ça. Faudra-t-il un jour perdre tout ou partie de la santé pour mesurer quel trésor c'était ? Alors, je donne juste ces 2 exemples-là pour voir qu'il y a infiniment plus de belles et bonnes choses qui se passent que de choses tragiques. Et nous avons besoin d'éduquer notre esprit à capter d'abord ce qui va bien, pas par angélisme pour s'y bercer sans voir les tragédies du monde, mais par santé pour muscler une bonne immunité pour pouvoir nous attaquer aux difficultés, parce que des difficultés, il y en a. Mais c'est du même ordre que sur le plan de la santé physique. Nous allons manger de la nourriture saine, proche de la terre, si possible, locale ou bio, bien sûr, selon nos possibilités, parce que nous savons que c'est le garant quand même d'une meilleure immunité, d'une meilleure santé, et donc pour éviter de choper n'importe quelle maladie. Eh bien, sur le plan psychospirituel, c'est pareil. Notre santé psychospirituelle a besoin de belle et bonne nourriture, et il s'agit de commencer cette hygiène de conscience par un rituel où j'honore d'abord ce qui va bien dans mon moment de présence le matin. À l'inverse, vous imaginez bien que si je me lève le matin en étant déjà soucieux de ma propre réunion, agacé par les transports en commun ou les embouteillages que je vais traverser, préoccupé par la rencontre avec des associés ou des collègues dans la journée, ma journée est déjà compromise par le climat que j'ai moi-même créé. Je ne dis pas que ces choses ne sont pas à traiter, je dis qu'on les traitera d'autant mieux qu'on a d'abord célébré la simple conscience des belles et bonnes choses qui nous nourrissent. Et dans ce cadre-là aussi, je constate qu'il y en a pas mal qui cherchent aussi à se connaître. Comme toi, tu as eu un peu cette période. Est-ce que ceci peut aider à savoir si on est sur la bonne voie, si on a envie de faire autre chose, comment est-ce qu'on peut l'affiner, entre guillemets, pour justement s'auto-aider à discerner ? Ah ben c'est bien ça le bénéfice de ce travail sur soi, et j'accompagne particulièrement dans l'époque que nous traversons aujourd'hui beaucoup de gens en transition de vie qui sont autour de la 35e, 40e, petite 50e et qui réalisent qu'ils n'ont pas forcément fait les choix qui les mettent dans la plus grande expansion d'eux-mêmes, qu'il y a des parties d'eux qui sont en jachère, qu'ils aimeraient les développer, qu'il y a souvent une sensibilité, une délicatesse, une profondeur, une force, une puissance, une fantaisie qu'ils ont laissé de côté pour se couler dans un moule où il s'agit d'être gentil, propre sur soi et ne pas trop déranger. Et ils en ont marre, et ils étouffent. Et donc, un peu comme moi-même, j'étouffais à l'époque, et donc ont besoin de se mettre en route pour pouvoir vraiment se déployer. Et ce que j'observe, bien sûr, c'est que cet outil-là, l'approche de la connaissance de soi par la communication non violente, se révèle extrêmement clarifiant pour ça. Et alors, du coup, j'ai une autre question. Parce que j'ai vu que tu avais travaillé aussi sur les mécanismes auto-bloquants. J'ai constaté, moi, qu'il y a beaucoup de personnes qui s'auto-sabotent, en fait. On voit que c'est leur projet. On sent parfois que c'est vraiment la voie qui va leur plaire, ou ils vont s'épanouir, ou des choses comme ça. Et puis, quand le bateau est lancé, on a l'impression qu'ils sortent une hache et qu'ils vont couler le bateau comme les pirates dans Astérix. Et en fait, t'auras peut-être pas la réponse, mais c'est quoi le problème de notre société ? Parce que tous les parents veulent bien faire, mais à quel moment est-ce que, passe-moi l'expression, mais à quel moment est-ce que ça merde dans l'éducation pour que, en fait, on crée des adultes avec des mécanismes autobloquants. On a tous envie que nos enfants puissent s'épanouir, puissent bien faire, parfois même trop. Je pense qu'on peut y passer trop de temps, alors qu'en fait, c'est peut-être tout simple. Mais enfin, je sais pas. Voilà. À quel moment est-ce que il y a quelque chose qui se passe pas bien ?
Depuis une quinzaine d'années, j'observe plus particulièrement à peu près 5 mécanismes que j'ai appelés des mécanismes. J'ai appelé ces mécanismes des mécanismes autobloquants, parce que tant que nous ne les voyons pas, nous sommes comme autobloqués dans notre évolution individuelle, mais également dans notre évolution collective. Je pense qu'il y a vraiment de nouveau un enjeu de santé publique derrière ça. Et le premier de ces mécanismes, c'est le fait d'avoir grandi sans s'en rendre compte dans une culture du malheur. Nous savons ressasser ce qui ne va pas, nous attacher à nos blessures, à nos souffrances. C'est bien connu en psychologie, certaines personnes trouvent une sorte d'identité, voire de sécurité dans le fait de ressasser les tragédies qu'elles ont vécues, les traumatismes, les deuils, les abus, et de se fixer là et de rester accroché à ce piquet-là, sans réaliser qu'il pourrait enfin peut-être s'ouvrir à une autre façon d'être au monde. Les Caliméros. Oui, un peu ça, c'est les Caliméros. Et or, toutes les souffrances, et j'en parle, je pense quand même en connaissance de cause depuis 25 ans, peuvent être soignées, pensées et pacifiées, et pour nous permettre de retrouver une joie de vivre, une ouverture. Cependant, la culture du malheur, elle est souvent, je dirais, avalée avec cette petite phrase depuis l'enfance, on n'est pas là pour rigoler. J'ai appelé cette petite phrase un vaccin anti-bonheur. Si cette petite phrase circule en nous de façon consciente ou plus ou moins inconsciente, bien sûr que nous cherchons tous à être de plus en plus heureux, c'est ce que chacun dira, je pense, je cherche à être de plus en plus heureux, mais comment faire? Et cependant, la première personne qui, la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps quand même, sabote cet accès au bonheur, c'est nous-mêmes, par des mécanismes de sabotage et d'auto-sabotage qui sont aujourd'hui bien connus en psychologie et qui devraient être connus du grand public. C'est un enjeu de santé publique de faire savoir aux gens, attention, la première personne qui va vous saboter la vie, c'est vous, faites gaffe, et apprenez les mécanismes pour pouvoir en sortir. Oui, c'est de l'automanipulation. C'est ça, personne ne va pouvoir vous en sortir à votre place. Hein. Et moi-même, j'en parle en toute sincérité comme étant quelqu'un qui s'est retrouvé maître en autosabotage 7e dan. Hein. J'étais champion, hein, franchement. Tu m'aurais demandé, quand j'avais 30 ans, qu'est-ce que tu rêves de vie? Mais moi, j'ai envie d'être heureux, d'être joyeux. Et qui t'en empêche? J'aurais accusé le patron, les collègues, les clients, la société, le tribunal, l'arriéré judiciaire. Enfin, j'aurais trouvé 1000 causes. Et non, finalement, c'est moi qui m'empêchais l'accès au bonheur. Donc, nous avons besoin de prendre conscience de ce piège. On ne peut pas sortir d'un piège tant qu'on ne sait pas qu'on est pris dedans. Et donc, nous avons besoin d'apprendre à co-créer une culture de la... si pas de la joie, on n'est pas toujours joyeux, bien sûr. Il y a des épreuves, il y a des tragédies, il y a des moments de conflit, de tension, il y a des pages à tourner, on est bien d'accord. Mais à travers ça, nous avons besoin de sentir que nous pouvons de plus en plus élargir un espace de paix en nous. Et la paix, ça se jardine, ça tombe pas du ciel, ça s'apprend. Si on sait faire la guerre, c'est parce qu'on s'y discipline depuis des millénaires. Eh bien, on sait faire la paix si on s'y discipline. C'est du même ordre. Rien de New Age dans mon propos. Il faudra écrire un livre, L'art de la paix, alors. J'ai écrit un livre avec David Van Reybrouck, notre fameux auteur néerlandophone belge, qui est un ami. On a écrit à nous deux un petit bouquin qui s'appelle « La paix, ça s'apprend ». Pour faire passer ce message, arrêtez de croire que la paix est un truc bisounours et New Age pour fumeurs de joint. La paix, c'est du boulot. Si je veux rentrer le soir après ma journée de travail et être disponible pour mes enfants et les enjeux familiaux et mon conjoint, mon partenaire de vie, ça demande que j'ai une hygiène de conscience pour faire un sas de transition, notamment entre la journée de travail et l'arrivée à la maison et les enjeux familiaux. Si je ne fais pas ce sas de transition, j'exporte sur mes enfants qui n'en peuvent rien des tensions avec lesquelles ils n'ont absolument rien à voir. Et ça, c'est un enjeu véritable enjeu de société. Pour moi, c'est la violence perpétuée sur les enfants à la maison le soir par des parents qui n'ont pas géré leur vie affective, émotionnelle, est un véritable génocide qui n'est pas dans les journaux et dont personne ne parle. Combien d'enfants ne font-ils pas les frais de ça ? On voit de nouveau cet enjeu d'intériorité citoyenne. Quand je quitte ma journée de travail, je classe dans ma tête les tensions, les agacements, les énervements qui ont trait au travail et je me donne rendez-vous pour demain en sachant bien de quel besoin il s'agit et comment je vais m'en occuper. Et je m'ouvre à la conscience que j'aimerais avoir du temps pour moi, idéalement aller marcher, peut-être faire mon yoga ou peut-être un peu de piano ou de chant, etc. Et que je sais que je n'aurai pas ce temps-là ce soir parce que je veux aussi m'occuper de mes enfants, mais j'écoute cette partie de moi pour lui donner rendez-vous ce week-end. Et enfin, je prends du temps pour me dire, mais je rentre pourquoi? Mais parce que j'ai envie de prendre soin de mes enfants. J'ai à cœur de leur préparer un bon repas et de les écouter et de les accompagner dans la réalisation de leurs devoirs et de leur raconter une belle histoire au coin du feu avant d'aller dormir. Et je rentre tout habité de cette tendresse, de cette douceur et m'étant nettoyé de mes agacements et de mon manque de temps pour moi puisque j'ai pris rendez-vous avec moi-même.
hygiène de conscience. Hygiène de conscience, nous avons absolument besoin d'instaurer ça. Et c'est valable aussi pour ses associés ou ses collaborateurs, parce que le client a pu être énervant, mais les autres, ils sont pour rien. Absolument, absolument. Ça vaut aussi dans l'entreprise. À sens inverse, quand j'arrive au travail, j'ai besoin de classer les tensions que j'ai vécues à la maison, en me donnant rendez-vous pour le soir ou pour le week-end, mais en n'exportant pas sur la tête des collaborateurs mes tensions personnelles. Or, on s'en doute, ce n'est pas une caricature, tellement de personnes qui sont en position de pouvoir, de management, exportent sur la tête d'innocents des tensions avec lesquelles ces innocents n'ont rien à voir. J'ai pu voir dans l'entreprise la souffrance de personnes qui sont managées par des gens qui ont de fichus caractères, qui n'ont pas été nettoyés. Oui. Et du coup, ça fait effet boule de neige, si je comprends bien, parce qu'on rentre chez soi, donc ça s'empire, et puis du coup, on revient le lendemain au bureau, et ça s'empire encore plus, puisqu'on réimporte ce qui s'est empiré la veille, et donc rien ne va. Ah ben non, c'est effectivement un effet boule de neige, comme tu dis. Et donc, tu parlais de mécanismes autobloquants, tu as dit la culture du malheur. Il y en a d'autres. Oh oui, certainement. Je ne sais pas si on a le temps de passer les 5 en revue. Je précise qu'ils font l'objet du premier chapitre de mon dernier livre qui s'appelle « Notre façon d'être adulte, fait-elle sens ?» et envie pour les jeunes, qui est une question très, très ouverte et je pense responsabilisante. Et aucun de mes livres n'est culpabilisant. C'est une invitation à se regarder avec bienveillance, évidemment. Et dans ce premier chapitre, j'évoque donc les 5 pièges. Le deuxième, qui est très récurrent, c'est la culture des rapports de force. Nous avons co-créé une culture basée sur les rapports de force. Lorsqu'un différend s'installe, lorsqu'une différence se manifeste, nous réglons ça plutôt par la force que par la collaboration, l'écoute, l'empathie et la recherche d'une solution gagnant-gagnant. Et j'inviterai les personnes qui nous cherchent, qui nous écoutent, à vérifier lorsqu'un différend s'installe avec leur amoureux, amoureuse, conjoint, conjointe, avec leur enfant, avec leur ado adorable, avec leurs collègues de travail, leur associé dans un projet, quand un différend s'installe, qu'est-ce qui circule en vous? Je vous parle en direct. Est-ce que c'est une douce empathie pour cet humain-là? Est-ce que c'est une curiosité pour l'altérité? Est-ce que c'est un profond accueil de la différence qui circule en vous? Est-ce que c'est de cet ordre-là? Que s'étendre l'autre joue? Oui, c'est en tout cas derrière la joue l'oreille pour bien écouter l'autre. Est-ce que c'est ça qui circule? Ou est-ce que, évidemment, quand je fais ça devant une salle en public pour des conférences, les gens rient parce que la plupart du temps, c'est plutôt ce qui circule en nous, une petite agitation cardiaque, une petite sécrétion d'adrénaline et une petite envie de chercher le gourdin de Cro-Magnon pour asséner quelques arguments. J'ai raison et regourdin, tu as tort. Ou bien, bon, fous-moi la paix, je rentre dans ma grotte. Entre le gourdin et la grotte, on a guère évolué depuis Cro-Magnon. Il est plus que temps que nous apprenions l'écoute et à résoudre les tensions, les différends par l'empathie, la présence, la disponibilité, la capacité à se remettre en question. Et ça, c'est malheureusement des apprentissages qui sont loin d'être dans les programmes scolaires jusqu'ici. Nous sommes souvent soumis à une autorité qui a raison. Et la discussion n'est pas encouragée. Mais donc, si je comprends bien, là j'ai été un peu aidé parce que je me souviens de ce que j'ai lu. Si une autorité me dit non, est-ce que j'ai pas intérêt à commencer par chercher à comprendre pourquoi non? Bien sûr, le non est un indicateur de priorité. Ce n'est pas la fin du dialogue. Quand l'autre dit non, j'ai l'énorme pouvoir de tenter de comprendre à quoi l'autre dit-il oui quand il dit non. Pour comprendre la priorité de l'autre. L'autre est autre. Il a le droit de ne pas accéder à ma demande parce qu'il a d'autres perspectives et d'autres priorités. De même, quand moi-même j'ai envie de dire non très clairement à l'autre, ce sera plus clair et plus facile de clarifier à quoi je dis oui quand je dis non. Si je suis invité quelque part, je peux simplement répondre à une invitation, par exemple. Je peux dire non, je suis pas disponible, désolé, ça va pas. C'est pas très sympa pour la personne qui m'invite à un dîner ou à quelque chose, à un barbecue. Par contre, si je peux... Non, je peux pas, j'ai une réunion. Oui, c'est ça. Alors souvent, on invente un truc bidon. C'est ça. Ce qui est quand même le comble. À l'âge adulte, on invente un truc bidon comme des enfants qui veulent se protéger d'avoir mis le doigt dans la compote. Quel enfantillage, mon Dieu! Est-ce que nous ne déplorons pas tous la langue de bois, l'hypocrisie, la fausseté dans le monde? Il est plus que temps que nous-mêmes, nous soyons vigilants à apporter de la clarté là où nous sommes. Et donc... Mais l'objectif est peut-être de ne pas blesser aussi. Il y a moyen de le dire avec beaucoup d'amour, en disant merci pour ton invitation, qu'est-ce que j'apprécie l'amitié avec toi et le fait qu'on se revoit souvent. Je dis la vérité. Et toute la vérité, j'aurais beaucoup aimé venir en même temps. J'ai été très pris toute cette semaine, j'ai peu vu mes enfants et mon compagnon ou ma compagne de vie. Je vais privilégier la vie de famille ce week-end-ci. Merci pour ton invitation et à bientôt. J'ai renforcé le lien.
J'ai recréé du nous. J'ai indiqué combien j'aime la personne et l'amitié. J'ai célébré ça et en même temps, j'ai indiqué que pour moi, la vie familiale est une priorité. Et ce que j'observe, je demande à personne qui nous écoute de me croire sur parole, mais ce que j'observe, c'est que cette qualité de sincérité et de profondeur crée des liens profonds. Vous allez sans doute vous débarrasser des gens qui vous aiment pour votre look parce que vous amenez du champagne et que vous êtes bien habillé. Eh bien, ceux-là, on n'a peut-être pas autant besoin de les voir que ce qu'on croyait. Et on a sans doute de plus en plus besoin d'avoir des relations vraies et sincères où on se dit la vérité. Si j'écoute, je me dis aussi, bon, ça veut dire qu'il faut prendre du temps pour soi dans sa vie de tous les jours. Ça veut dire aussi peut-être qu'il faut ralentir le rythme un petit peu. Et plus qu'un petit peu, ouais. Yves. Parce que, enfin, en tout cas, ma tranche d'âge, on court un peu après le temps. Je pense que il y a tous les enjeux qui se bousculent. On a les enjeux familiaux, les enjeux professionnels, les enjeux patrimoniaux, enfin tout arrive en même temps. Mais en même temps, qu'est-ce que je dois réduire ? Alors ça vient petit à petit en se rapprochant de son axe. Si on observe le mouvement d'une roue, si je suis en périphérie au bord de la roue, je cours à toute vitesse. Mais si je me dis, tiens, pourquoi je fais ça comme ça, je ne pourrais pas le faire comme ceci, ceci nourrit quoi en moi? Et si je travaille la conscience de mes besoins, à l'intime de mes besoins, comme des poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres, je vais petit à petit me rapprocher de l'axe de ma roue, pour petit à petit être ancré dans mon centre. Et je pense ne pas me tromper en disant que l'âme d'un axe est immobile. Eh bien, je souhaite que nous puissions arriver à cet espace où nous avançons dans la douceur d'un axe quasi immobile, et donc plus dans la course éperdu de choses à faire en choses à faire, mais dans un passage tranquille d'une activité à une autre, avec beaucoup d'inspiration entre. La bataille contre le temps est un des pièges dont nous parlions, les mécanismes autobloquants. Je le connais bien pour avoir passé une bonne partie de ma vie jusqu'à la trentaine, 33 ans à peu près, à courir contre le temps comme si c'était un ennemi et à remplir ma journée de choses à faire. Il m'a fallu du temps de travail sur moi pour voir que j'essayais de combler un vide intérieur que jusque-là j'avais pas perçu en multipliant les activités et en prenant mon agitation pour de l'intensité. Mmh. Or, c'est pas du tout la même chose. Nous avons besoin d'apprendre à goûter de l'intensité profonde, hors agitation, et à sentir que la vie est présente, elle est nourrissante, elle est passionnante, et donc sentir que ce besoin d'aller d'une chose à faire à l'autre est plus du tout nécessaire. Il était superficiel. Et je dis pas qu'il s'agit plus de faire. Personnellement, j'aime être engagé dans de nombreux projets, mais j'aime le faire à mon rythme. Et longtemps, j'ai fait les choses à un rythme qui n'était pas le mien. Je copiais-collais le rythme extérieur. Tout le monde court, je cours comme tout le monde. Mes parents couraient, ça c'est vrai. J'ai entendu dépêche-toi toute ma vie, on n'a pas le temps toute ma vie. On fera ça plus tard toute ma vie. Et puis j'ai encodé ce message, il faut courir. C'était pas moi, c'était mes téléchargements familiaux. Et aujourd'hui, j'encourage beaucoup les personnes, enfin, je n'ai pas besoin de les encourager, elles viennent pour se former à cette connaissance de soi, notamment pour ralentir et retrouver un rythme doux, un rythme juste. Et c'est pas un petit enjeu, parce que cette course éperdue nous épuise. Individuellement, 30% de la population en France et en Belgique sont sous médoc, anxiolytiques, anxiogènes, je sais plus quoi, antidépresseurs, etc. Pour éviter de sombrer. C'est pas le sens de la vie que de passer sa vie sous des médicaments. Nous avons besoin de sentir notre élan de vie. Et cette course épuise notre planète aussi, qui n'en peut plus de tenter de fournir dans ces matériaux inévitablement limités des ingrédients destinés à créer des gadgets qui sont eux-mêmes destinés à nous distraire de notre mal-être. Est-ce que c'est pas citoyen que d'apprendre à savoir qui je suis, comment je me sens, qu'est-ce qui m'apporte un bien-être profond, stable et transportable à travers les difficultés, parce que des difficultés il y en a, mais un bien-être que je maintiens en moi, dans mon cœur, et qui se révèle en plus contagieux, rayonnant, généreux. Ça, c'est une véritable transformation écologique. Je commence par amener de la paix, de la stabilité, de la joie de vivre à l'intérieur du premier humain dont j'ai la charge. C'est clair que ça fait une grosse transformation par rapport au rythme des affaires, et là nous parlons sans doute à beaucoup de gens qui sont pris dans le rythme éperdu. Je les invite à juste prendre conscience de ceci. Si vous êtes fatigué, vous êtes fatigant.
Si vous êtes stressé, vous êtes stressant. Si vous êtes angoissé, vous êtes angoissant. Vous allez passer votre vie stressé, angoissé, fatigué. Nous avons vraiment besoin d'instaurer une hygiène en revisitant notre rapport au temps pour cesser de courir comme un hamster dans un tambourin qui commande le mouvement. Parce que le hamster est entré dans son tambourin pour se distraire et pour s'amuser. Il a créé 2-3 petits mouvements, c'était rigolo. Alors finalement, il se met à courir dans plus vite parce que ça, au début, c'est plutôt rigolo. Mais à un moment, c'est plus lui qui commande, c'est le mouvement lui-même qui l'entraîne. Et puis le hamster se retrouve éjecté sur le sable de la cage, le nez contre les barreaux. Et je vous en parle comme quelqu'un qui a été un hamster souvent fois éjecté le nez contre les barreaux de sa cage. Donc, je sais ce que c'est que de courir trop vite. Et donc, ceux qui sont peut-être en train de nous écouter, qui se disent, mince, je suis peut-être le hamster, peut-être qu'ils peuvent simplement se fixer une réunion avec eux-mêmes un peu tous les matins ou au moins une fois par semaine pour se poser la question comment ça va et essayer d'aller un peu plus loin. Clairement. Cette rencontre régulière avec soi est la clé de la connaissance de soi. Si vous voulez rencontrer une personne que vous appréciez, vous l'avez croisée, vous dites, tiens, cette personne est plutôt sympathique, j'ai envie de la rencontrer, ça va pas se faire par hasard. Vous allez prendre rendez-vous, vous allez l'approcher, vous dites, prenons un café, peut-être allons faire une petite marche, asseyons-nous sur un bar, bavardons, revoyons-nous le week-end prochain, et vous allez créer l'occasion d'un contact régulier qui va permettre à cette amitié de fleurir. Avec vous, avec l'humain que vous êtes, c'est pareil. Prenez un rendez-vous régulier pour comprendre qu'est-ce qui fait vos joies. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Posez-vous la question comment ça va? Qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui me stimule? Qu'est-ce qui m'enchante? Vers quoi je tends? Quels sont mes rêves? Et je goûte, je savoure ça pour sentir la vibration qui m'habite quand je suis proche de ça. Et en même temps, qu'est-ce qui m'attriste? Qu'est-ce qui me peine? Qu'est-ce que j'ai besoin de transformer? Cette fréquentation régulière, comme tout apprentissage, nous n'en voyons pas tout de suite les bénéfices. La courbe d'apprentissage, dans beaucoup d'apprentissages, est assez lente. Mais à un moment, il y a une sorte d'accélération et une sorte de maîtrise de cette présence à soi qui nous permet de nous sentir vraiment sur notre fil, alignés. Et s'il y a bien un enjeu dont notre humanité a besoin aujourd'hui, c'est d'avoir des êtres humains alignés. Nous payons le prix de la dispersion, de la division, de la séparation, de la prétention à tout résoudre par la raison en ayant négligé la sensibilité et l'intuition. Ça nous mène à la catastrophe. La technocratie, uniquement guidée par le cerveau dit gauche, le raisonnement, l'analyse, nous voyons bien que c'est pas elle qui va nous permettre de faire le saut quantique que nous avons besoin de faire en conscience pour regarder les choses tout autrement. Nous avons besoin de cette transformation avec nos vrais besoins. Oui, c'est ça. Et pour ça, de faire un changement de conscience. Déjà, Einstein nous disait, aucun problème là devant nous peut être réglé en restant au niveau de conscience qu'il a généré. Waouh, ça veut donc dire que pour pouvoir régler le problème qu'il a devant nous, je dois passer à un autre état de conscience. Comment est-ce qu'on fait ça? Je sais pas. Ça tombe pas du ciel en faisant ce qu'on a toujours fait. Quand on fait ce qu'on a toujours fait, rappelez-vous, quand on fait ce qu'on a toujours fait, on obtient ce qu'on a toujours obtenu. C'est la formule de Václavic. Donc pour obtenir autre chose, je dois faire autrement. On est bien d'accord. Mais comment vas-tu faire autrement si tu penses pareil? Comment vas-tu faire autrement si tu gardes le système de référence qui a prévalu à la catastrophe, à la tension, à l'abus que nous voyons dans la société aujourd'hui sur les ressources, sur la matière, et toi-même dans ton business, dans tes activités? Comment vas-tu obtenir autre chose si tu ne changes pas ton système de pensée? Et donc, changer son système de pensée, ça suppose que je m'assois régulièrement avec moi-même pour visiter mon système de pensée et en faire le tri, le passer au screen et vérifier qu'est-ce qui me sert là-dedans et qu'est-ce qui me dessert. Avec cette conscience de plus en plus claire et pas forcément confortable, ce qui m'a servi, à présent, m'a servi. Oui. Des systèmes de pensée qui ont été pertinents se révèlent impertinents. Et il est plus que temps de le voir. Malheureusement, la difficulté dans nos vies personnelles et collectives, c'est que puisque ça a eu un bénéfice, je ne vois pas venir le maléfice. Et je continue sur ma lancée. Alors que depuis longtemps, je sais que je devrais changer. On le voit bien collectivement. Nous savons parfaitement ce qu'il faut faire pour éviter la catastrophe climatique et la chute de la biodiversité, et nous ne le faisons pas. Et on fait ce qu'on a toujours fait, et donc on obtient ce qu'on a toujours obtenu. Václavic était vraiment un précurseur, un visionnaire. Donc nous avons tous individuellement, et surtout si on a les manettes de pouvoir, et là je sais qu'on s'adresse à des gens qui ont des manettes de pouvoir, besoin de développer cette capacité à nous remettre en question pour changer l'axe du Titanic dont nous savons qu'il va sur son iceberg, quoi. Et toi, par exemple, tu t'es mis en place des bonnes routines, des choses qui t'aident au jour le jour, ou non, parce que spontanément tu le fais déjà entre deux ou...
Ouais, j'ai une routine assez informelle, mais je m'arrête très très régulièrement pour contempler, pour m'émerveiller, pour réaliser que je respire et que c'est un cadeau magnifique. Particulièrement en période de pandémie, sentir que mon souffle est souffle, que je respire profondément et sans douleur, je me dis mais quel miracle et quelle chance. Et j'honore énormément cette sensation que la vie respire en moi. Et j'invite les personnes qui nous écoutent, vérifier ceci. C'est pas je qui respire. Vous êtes rendu compte de ça? C'est pas je qui respire. C'est la vie qui respire en moi. Waouh, j'appartiens à quelque chose. Il y a rien à faire, il y a juste à être. J'appartiens à quelque chose de vaste qu'on appelle la vie. Eh bien, s'appuyer là-dessus donne une grande confiance. J'ai eu la chance de grandir dans l'Ardenne belge, au milieu de la forêt, avec un père forestier, et cet amour de la terre, cette conscience d'appartenir à un domaine très vaste, un univers très vaste, me soutient beaucoup. Et donc, je suis très, très régulièrement très proche de la terre. Parce que j'ai pu percevoir que si je m'en décroche, je suis vite habité par une impression de solitude. Et je crois que la solitude est en train de ruiner nos civilisations parce qu'elles sont décollées de la terre, décollées du sol, elles sont hors sol, décollées des rythmes et des saisons. Par contre, le fait d'être ancré dans la terre nous permet d'être familier des rythmes et des saisons. Je donne un exemple simple. L'immense panique qui est arrivée avec le Covid, c'est tout d'un coup la conscience que nous sommes mortels et que la mort peut arriver et que peut-être c'est mon voisin ou mon conjoint ou mon proche ou mon papa ou ma maman. Et comme si tout d'un coup nous avions oublié que nous étions mortels et que la mort fait partie des saisons. Et je ne dis pas qu'il s'agissait pas de prendre des mesures. Je dis que si nous étions plus proches des cycles et saisons de la vie, nous serions moins paniqués par cette évidence que, bien oui, à un moment, tout ce qui prend forme se déforme et se transforme, et ça fait partie de la vie. Nous serions plus en paix, plus confiants, plus accueillants. Et je reprends un mot, mais qui va être employé dans une toute autre acception. Tu parlais de forme, et en termes de formation, donc c'est pour ça que je dis c'est tout autre sens. Comment est-ce que toi tu te formes au jour le jour? Parce que apprendre aux autres est une chose, mais continuer à apprendre soi-même en est une autre. Et quand on est le, entre guillemets, professeur ou celui qui peut montrer une voie, entre guillemets, ben, on doit aussi continuer soi-même à progresser, je suppose. Et c'est moins évident. Comment est-ce que tu fais? Tu contemples, mais... Oui, bien sûr, je contemple, comme je l'évoquais, mais aussi je suis en couple depuis 22 ans avec Valérie, je suis père de 3 filles et je connais bien tous les enjeux de la vie de couple et de la vie de famille. Et puis je suis investi dans beaucoup de projets avec de la collégialité, des échanges, des désaccords, et la vie quotidienne est une école fabuleuse pour pratiquer ce que j'enseigne. Rester centré, rester disponible, rester curieux, rester ouvert, rester patient, rester tolérant, garder la capacité à se remettre en question. La vie quotidienne est une fantastique école si on veut bien la vivre comme ça. Et j'ai la chance d'être engagé dans des projets qui sont très 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 passionnant à mes yeux. Notamment, j'accompagne de jeunes entrepreneurs sociaux qui sont dans la transition, qui souhaitent faire des business équitables. Donc, il n'y a pas de mal à faire de l'argent si c'est de l'argent qui est juste et qui est bien partagé et qui respecte la planète et qui souhaitent donc intégrer cette connaissance de soi pour se mettre eux-mêmes au service. Et c'est super intéressant de travailler avec cette génération de ton âge. Je dirais, c'est des gens qui ont entre 30 et 40 ans. Et il y a un dynamisme, une vision de ce que le monde pourrait être, une capacité à mettre le meilleur de soi au service d'un projet collectif qui moi, m'enchante et qui me donne confiance que si certainement nous vivons une transition qui se cointe et qui est un peu chaotique et dont on a un peu du mal à voir l'issue, il y a vraiment des signes de renouveau très très clairs et j'ai cette chance de pouvoir les voir. Et donc tu te formes aussi grâce aux autres en fait. Ah, énormément. Waouh. Combien? Je travaille beaucoup, j'ai dit, avec des gens plus jeunes que moi. Moi, j'ai 63 ans. Travaille avec des gens qui ont 30 ans de moins que moi, qui pourraient être mes enfants très largement, mais qui m'amènent des idées neuves, des idées très différentes, qui me font chaque fois pivoter un peu sur moi-même et m'étonner, me remettre en question. C'est super intéressant. Et justement, ton métier comment est-ce qu'on peut le résumer déjà, ton métier de auteur ou conférencier?
Oui, c'est surtout formateur. J'aide les gens à apprendre des clés de transformation de soi. Et donc, je suis formateur ou enseignant. J'enseigne une pratique qui s'apprend. C'est pas de la théorie, c'est des exercices, c'est des pratiques, de la pratique en groupe. On fait des jeux de rôle, des mises en situation. C'est extrêmement pratico-pratique. Et j'enseigne cette approche en séminaire depuis donc 25 ans. Et puis, je donne des conférences sur différents sujets de connaissance de soi, d'ouverture de cœur, de responsabilité, d'intériorité citoyenne pour se mettre au service des changements nécessaires. Et puis, tous les 3-4 ans, j'écris un livre quand j'ai appris encore davantage dans un nouveau champ de conscience. Voilà, et je fais beaucoup d'interventions dans toutes sortes de milieux. Il y a 10 jours, j'étais dans une prison à Montpellier, dans le sud de la France, avec une directrice de prison vraiment consciente que ce travail de connaissance de soi pourrait aider considérablement, non seulement bien sûr le personnel qui encadre les détenus, mais également les détenus à utiliser ce temps d'enfermement, de confinement forcé dans la prison pour apprendre à se connaître, à mettre des mots sur leurs émotions et à ressortir en étant un citoyen qui est un peu plus centré. Voilà une illustration précieuse de l'usage de cette approche. Mais après, je travaille dans une entreprise, un comité de direction qui me dit, vous savez, on a loupé des business fantastiques simplement pour des querelles d'ego. Nous avons besoin d'apprendre à savoir ce que c'est que l'ego pour ne plus être piégé par ça. Et alors, entendre ça dans un plateau feutré d'une des tours de la Défense, c'est super décapant de me dire, waouh, les gens veulent bien reconnaître qu'il y a de l'ego et que ça bousille le monde. Ah ben, j'espère que ça arrivera aux oreilles de nos chefs d'État. Et oui, surtout qu'en ce moment, c'est une guerre d'ego, juste. C'est un peu ça. Ou des Gaules. Ouais. Et en fait, si on revient du coup au moment où tu t'es lancé comme entrepreneur, en fait, comme formateur, mais donc j'ai entendu, tu as dit que tu as 3 enfants. C'est un moment un peu charnière. Bon, il y avait ce travail à Citibank qui t'a permis de faire des formations, mais ensuite, quand tu as commencé à être toi-même formateur, je suppose que du jour au lendemain, tu remplis pas une salle de conférence. Ah mon Dieu, non. Donc c'est difficile au début, non? Bien sûr. Oui, je sais ce que c'est que la peur de quitter une position sûre mais inconfortable pour aller vers une position que j'espère beaucoup plus confortable mais qui n'est pas sûre. Je connais très très bien cet enjeu. C'est pour ça que je pense pouvoir proposer cet accompagnement pour les personnes qui sont justement en train d'hésiter. Il y a un passage à vide, c'est clair. Le trapéziste qui lâche le trapèze sur lequel il est bien accroché en espérant attraper le trapèze suivant, ben il espère qu'il arrive au bon moment et qu'il va pas louper le trapèze. Et la plupart du temps, dans la vie, il n'y a pas forcément un filet de protection. Et donc, on peut se prendre des gamelles. Mais en même temps, c'est formateur. Ça va pas nous tuer de changer de vie. Ça va peut-être nous secouer. Et peut-être que cette secousse est nécessaire pour nous décrotter, si j'ose employer ce mot, de notre ego, justement, de nos frilosités, de notre petit personnage qui a peur d'aller de l'avant, alors que notre être profond a envie d'aller de l'avant. Et j'ai plutôt confiance dans cette puissance de notre intuition vers ce que nous voulons vivre. Et voilà, je suis heureux de pouvoir encourager ça aujourd'hui. Mais c'est vrai que ma transition, c'est pas faite de façon tout confort. Je quittais un métier bien payé comme consultant juridique pour Citibank. Et puis tout d'un coup, je mettais ma petite plaque de thérapeute, ou même pas ma plaque. Enfin, les gens venaient parce que j'animais des sessions, mais le train de vie a été sérieusement bousculé. Hein, ça, c'est oui, clair. C'est ça. Et puis oui, se faire connaître, apprendre ensuite les réseaux sociaux pour pouvoir continuer à divulguer, ça n'existait pas vulgariser le message ensuite. Parce que oui, ça se fait au cours du cycle. Donc ça veut dire toujours continuer à apprendre et à adapter son métier. Il n'y a pas de moment figé, quoi. Ah non, tout est en mouvement, clairement. Tout est en mouvement. Oui, la première année quand j'ai quitté ma fonction de juriste a été assez chaotique et en même temps super intéressante à traverser en couple pour la confiance du couple, pour la capacité à encaisser des coups durs et à se sentir bien noué profondément par l'affection et qu'au fond c'est ça l'essentiel. Et j'étais bien soutenu par ma femme dans ce processus qui acceptait que ce soit chaotique, que matériellement ce soit un peu râpant et de garder confiance que tôt ou tard ça allait revenir. Et c'est vrai que ça m'a permis d'écrire mon premier livre qui, de façon tout à fait inattendue, a été très vite un grand succès et a rapporté une ressource inespérée. Et donc la vie m'a apporté un cadeau. Une sorte de providence. Une sorte de providence, oui, on l'appellera comme on veut, mais clairement
un cadeau en retour de la confiance que je lui faisais. Et aujourd'hui, j'ai acquis cette conviction. La vie nous veut du bien. Elle souhaite notre expansion, notre ouverture, que nous puissions éclore et mettre au monde le meilleur de nous. J'en suis convaincu. La vie veut que la fougère devienne une belle fougère, que le chêne devienne un beau chêne et que le chevreuil soit un beau chevreuil. Et c'est nous qui freinons souvent en disant: est-ce que j'ose être chevreuil? Est-ce que je suis vraiment chêne ou fougère? Et nous nous ratatinons ou nous nous racrapotons, j'aime bien cette expression belge, par peur de déranger. La vie nous veut du bien, et donc je crois que si nous apprenons à suivre par cette écoute intérieure notre vrai fil rouge et à démanteler ce que j'appelle dans mes habitudes nos enfermements dans des systèmes de pensée enfermants qui peuvent se révéler infernales, eh bien nous nous alignons de plus en plus dans cette expansion. En tout cas, je le vois autour de moi depuis des années, beaucoup de gens quittent leurs enfermements pour suivre leur fil rouge et donnent vraiment le meilleur de soi. C'est vraiment magnifique de voir cette capacité à se transformer. C'est cette hygiène émotionnelle qui va aider notre société. Oui, j'en suis convaincu, et pas que. Je pense que du fait de cette présence émotionnelle à soi, de l'être sensible que nous hissons une antenne qui capte quelque chose qui est de l'ordre du souffle. Lorsque je m'ancre de plus en plus en moi-même, et je fais ce geste pour montrer que je m'ancre vers le bas, je m'ancre dans mes valeurs, je m'ancre dans la vraie personne que je suis derrière le personnage, j'apprends à me comprendre dans mes côtés lumineux comme dans mes ombres, et donc je crée un nous intérieur solide et créateur. Eh bien, c'est comme si, en même temps, concomitamment, se hissait une sorte de capteur ou de radar ou d'antenne, enfin vous mettrez le coup que vous voulez, qui me permet de capter le souffle dont nous parlent toutes les traditions. C'est quand même extraordinaire de réaliser qu'elles convergent avec des mots souvent extrêmement semblables, notamment le mot souffle revient. Et elles nous disent la plupart du temps: ralentis, assieds-toi, fais silence, descends à l'intérieur de toi, laisse ton discernement, pas juste ton intelligence, ton discernement qui est d'un autre ordre, pénétrer à l'intérieur de toi, laisse le seau du discernement descendre dans le puits de la connaissance infinie pour en remonter ce dont tu as besoin pour vivre. C'est étonnant comme les traditions, les messages spirituels convergent. Et nous avons complètement oublié ça, et nous courons à toute vitesse en nous étonnant de dessécher. Ben oui, on court au-dessus du puits qui pourrait nous abreuver. Ah, oui, c'est un drôle de choix dans lequel je me suis retrouvé longtemps, donc je ne critique personne. Mais il y a donc cette dimension à côté de l'intelligence émotionnelle, il y a cette dimension, à mes yeux, extrêmement spirituelle. Nous vivons une expérience spirituelle. C'était Teilhard de Chardin qui disait ça. J'en suis absolument convaincu, et nous avons un immense bénéfice individuel et collectif à ressentir ça, à nous ouvrir à ça, chacun avec les mots que nous trouverons justes, bien sûr. Et peut-être une des dernières questions, si tu avais l'occasion de t'asseoir à côté du jeune Thomas, donc tu es dans la forêt en Ardennes, tu le vois, il est là, et tu t'installes à côté de lui, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Confiance. Confiance, c'est pas parce que tu vois pas par où aller que tu vas pas petit à petit le découvrir. Et ça, c'est un message que je transmets beaucoup aujourd'hui. Quand les gens sont dans des processus de transition, acceptez la transition. Faites confiance au processus vivant. C'est pas parce que vous voyez pas les issues, les solutions, les résultats que ces issues et solutions sont pas en train d'arriver vers vous. Vous êtes en processus de transition. Et dans tout processus de transition, il y a une phase de démantèlement. On se défait des attaches, des habitudes, des anciens fonctionnements, et il y a un passage un peu à nu ou à vide, un peu traversé du désert, pour que petit à petit revienne une nouvelle conscience. L'image de la chenille est très claire. Personne ne dit que la chenille trouve comique sa mue pour devenir papillon, mais c'est cette mue qui lui permet de prendre son envol. Et on le sait maintenant, dans le cocon, c'est pas une petite sieste que fait la chenille. Elle entre dans son cocon pour se dissoudre. Elle redevient petit à petit une sorte de liquide, un jus primordial. Et de ce jus émerge petit à petit une antenne, une patte, une aile. Et petit à petit, le papillon prend son envol. Pour moi, cette image est extrêmement éclairante sur le besoin de mourir à quoi nous étions, à qui nous étions, au système qui nous a habités, de laisser ce vieil homme ou cette vieille femme s'en aller tranquillement pour nous ouvrir à une nouvelle naissance, accoucher profondément de l'être que nous sommes et qui
qui est extrêmement puissant, novateur, créateur. Et j'espère que la transition que nous vivons aujourd'hui et qu'accélère sans doute, j'espère qu'elle l'accélère, cette pandémie avec tout l'aspect crise et toute la population prise dans la peur et les systèmes de pensée extrêmement réduits par le mainstream et plus de controverses, plus d'accueil de la diversité, de la cohabitation avec la différence. J'espère que tout ça brasse suffisamment pour que nous puissions collectivement liquéfier le vieil homme de notre vieille société et laisser émerger une nouvelle façon d'être ensemble. Je chéris ce projet, en tout cas, et j'ai envie d'y contribuer. On ne sait pas encore à quoi ça va ressembler, mais... Non. Mais on espère que ce sera bien. En tout cas, quand je vois certaines communautés de jeunes dont je te parlais à l'instant, qui co-créent déjà des projets magnifiques, je me dis, il y a vraiment du bel espoir que l'on va vers un monde meilleur. On va peut-être terminer sur ce bel espoir, alors, si ça te va. Sauf si tu as quelque chose à ajouter, où tu te dis, tiens, on est passé à côté. Non, merci beaucoup, Yves. Je pense avoir été assez bavard. Merci aux auditeurs pour leur patience. Et donc, Thomas, on te retrouve sur ton site. Oui. Alors, il faut savoir que on dit Thomas Dansembourg, mais ça s'écrit Dansembourg. Ça s'écrit Dansembourg, oui. Voilà. J'ai un site et une page Facebook aussi qui annonce un peu mon travail. Oui, comme ça, si on veut voir tes formations ou pouvoir les suivre. Tu fais des formations en visio aussi, enfin à distance? Oui, ça c'est un des bénéfices du confinement, c'est que j'ai pu faire certaines formations, alors que jusque-là je pensais qu'en dehors du résidentiel, en présence, ça n'aurait pas l'esprit que je voulais. Forcément, le confinement m'a amené à quand même proposer ça en ligne, et donc il y a des cours en ligne qui existent, elles sont disponibles via mon site, effectivement. Et à ma surprise, les gens qui habitent loin, qui n'auraient pas eu l'occasion de se déplacer, sont très heureux de pouvoir se former à cette approche tranquillement chez eux en regardant leur écran. Et bien qu'il n'y ait pas d'échange avec d'autres personnes, il y a quand même l'occasion d'apprendre des clés d'affinement de la connaissance de soi par ce biais-là. Et donc les messages des apprenants, des étudiants ou des étudiantes sont extrêmement encourageants. Voilà donc une piste pour travailler ça. Donc si ça vous a intrigué ou intéressé, n'hésitez pas à aller voir sur son site. Merci Thomas. Merci Yves. Pour soutenir l'initiative et pour continuer à entendre plus d'interviews, s'il vous plaît, partagez ce podcast et mettez-lui 5 étoiles. Cela me permet de continuer à enregistrer et diffuser cette sagesse collective. Merci d'être toujours plus nombreux à vous abonner et à bientôt sur Mentor Stratégie.